gigantesques bidonvilles Ça va ça. où le taux de criminalité est record. Pour y répondre, une expérience quasi unique au monde. La New Bilibid, une prison de 9 hectares à quelques kilomètres La prison s'appelle comment? Bilibid? Bilibin? Quoi? de Manille. La New Bilibid, une prison de Par contre, il y avait un gosse nul là. Enfin, ça. Putain, pourquoi chaque fois dans les reportages, il y avait des gosses nuls là? C'est bon. 9 hectares à quelques kilomètres de Manille. Bilibid. Derrière ces murs sont gardés Ça s'appelle quelques-uns Bilibid, des la plus prison. grands criminels philippins. Oh ouais. Ces Eh, le murs sont grand criminel gardés là. Vous quelques-uns avez vu des le plus criminel grands là? criminels philippins. Attention. Comme chaque matin, un camion apporte sa fournée de nouveaux prisonniers accueillis à la New Bilibid par la levée du drapeau et l'hymne national. De nouveaux prisonniers qui vont donc faire connaissance avec cet endroit un peu C'est ça, c'est la prison particulier. Blippi. Passé cette salle d'enregistrement, ce sont les prisonniers eux-mêmes qui assurent le maintien de l'ordre, une expérience mise en place au lendemain d'émeutes qui ont fait plus de 30 morts en 1995. We call that marshal. On les appelle les marshals, ou encore les gardiens de la paix. Juanito. Formerly there are On les désigne nous-mêmes. maybe former Ce sont parfois d'anciens policiers ou militaires Bom. à qui je demande d'assurer eux-mêmes la sécurité. We utilize them to assist us also in peace. Qu'est-ce qui va mal se passer? On se demande bien ce qui va mal se passer. Une prison gérée par les détenus eux-mêmes. Ça a mal tourné, ça c'est sûr. Making. Les prisonniers sont donc gardiens. Ça a fini en prison break, ça. Avec c'était où là déjà? C'était au Mexique, au Panama. Ça a fini comme ça là. No, Non, it's different. c'est différent. They have no salary. Ils n'ont pas de salaire, They only assist us. ils sont là pour nous assister. But, they are also inmates. Il reste des prisonniers à part entière. Assets. They have a C'est seulement un special privilège. privilege. La prison est placée sous haute sécurité, mais l'intérieur ressemble davantage à un grand village. Plus de 11 000 prisonniers, Ah, salut. la plupart flanqués d'un t-shirt orange, s'entassent ici. Des Philippins, mais aussi des Américains et des Européens, condamnés pour meurtre, viol, trafic de drogue. Rien que ça. The inmates are padlocked. Les prisonniers sont... Alors là, on va voir, on se moque pas mal, mais admettons le concept 5 secondes pour voir. Oui, non, mais bien sûr, je me moque pour le show, mais c'est tout. T'inquiète. Donc, sérieusement, Thaïlande, oui. en promenade entre le lever et le coucher du Roberto. soleil. Morning, early in the morning, they can Ça veut dire go que around dès le this matin, 9 ils hectares. peuvent Olagri. circuler librement sur un So, périmètre Olagri. de 9 hectares. This is sports, some are even, Certains font du sport, d'autres ont des petits magasins. They have stores. C'est donc ce qu'on appelle une prison autogérée, où les prisonniers ont une relative liberté et des responsabilités. Voyons comment cela fonctionne dans les cellules. En fait, ce sont des dortoirs rudimentaires où les détenus s'entassent parfois Ouais, bon, super. à même le sol. Bah ouais, elle est autogérée en même temps, c'est pas comme s'il y avait le budget pour la gérer, je pense. Pour C'est maintenir ça. l'ordre, les autorités ont adopté un système Ouais, t'es là au milieu de tout eux juste pour avoir volé une orange. Ouais, c'est ça. basé sur les privilèges et sur le pouvoir des gangs. Ah ouais, ça va être full gang ça en plus. Donc je pense que c'est autogéré peut-être, mais alors c'est autogéré par les gangs. Il y a 13 gangs ici et, 13 gangs, putain. Ah ouais, non mais ok, d'accord. et environ 17 maires, dont Ah, moi. les prisonniers, j'ai cru que c'était un garde. Un mec de garde. On est chacun responsable de son dortoir. Les dortoirs sont ce qu'il y a de plus important dans une prison. En termes de macro-management, c'est plus simple pour la direction de gérer 13 membres de gang que plus de 11 400 prisonniers. 11 400 prisonniers. Il y a 13 personnes pour gérer ça. Quoi? À noter que la prison de la santé est Garmier à Paris. Ici, la 4-5 est assez étroite, assez insalubre. Bah ouais, oui, je me doute, hein. Je me doute, ça doit pas être seul. T'as intérêt de te faire une place vite fait là-dedans. Ah bah clairement. T'arrives, t'as intérêt à bien t'entendre avec tous les gangs. Hein. Sur la santé, il vaut mieux l'avoir que d'y être. Ah oui. Des prisonniers actifs, responsables, une prison modèle où tout le monde est bien traité. C'est l'image Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est l'image qu'ils donnent. Mais bon, en vrai, pas sûr que tout le monde soit bien traité. Je pense que si jamais il y a un fight de gang, je suis pas sûr que ce soit bien traité. Mais vas-y, on continue. Et Mérogie, c'est pas mieux non plus.
que veulent donner les autorités de la Voilà, New c'est ça. Bilibid. Les prisonniers ont évidemment des profils très différents. Ah oui, c'est sûr qu'entre un violeur et un mec qui vole une orange, oui, c'est sûr que... Ils sont à l'intérieur de la prison, ils sont traités de manière égale. Et ils ont tous les mêmes services, ceux proposés par la prison New Bilibid. Il n'y a pas de traitement spécifique pour ceux qui sont riches ou ceux qui ne le sont pas. Une image totalement fausse, car comme à l'extérieur, dans les rues de Non, sans déconner. Putain, c'est... Oh, on l'a pas vu dire celle-là. C'est faux. C'est juste les balles qu'ils veulent donner, mais non. C'est pas vrai. Putain, 13 gangs à l'intérieur d'une prison, ça tourne mal, mais non. Putain, c'est... Manille, dans les bidonvilles, c'est l'argent qui dicte sa loi dans la prison. Oh, bah voilà, c'est sûr. Si tu as de l'argent dans cette prison, tu peux faire venir des femmes de l'extérieur. Tu peux acheter de la meilleure nourriture et tu peux même avoir l'air conditionné dans ton dortoir. Oh putain, c'est le luxe, là. Tout ça, c'est une question d'argent et de pouvoir. Voilà. Mais non. Ils sont tous égaux. Il n'y a pas d'argent dans la prison. Ouais. Oui, bien sûr. Disons que l'ordre est maintenu par une acceptance du système mafieux en interne. Les débordements sont gérés très rapidement car les prisonniers qui tiennent à leur statut et leurs avantages anticipent les débordements que créent les autorités. Oui, sûrement. Après, ça c'est l'image aussi qu'ils veulent donner, que tout se passe bien, mais ça n'a pas l'air, hein. Retour de permission pour l'ancien député Roméo Jalojos. Il a pourtant été condamné à la prison à vie pour avoir violé une fillette de 11 ans. Oh putain. À l'intérieur de la prison, il ne se déplace jamais sans sa cour et parfois en rickshaw. Des privilèges qu'il doit à son argent, et il en a beaucoup. Vous voyez ça, c'est le salon VIP du Maximum Tennis Court. Comment ce gars-là, il se promène comme ça, libre comme ça? Non mais c'est n'importe quoi, vraiment. Ça s'abuse ça par contre. Autant des petits prisonniers et tout, ouais, je dis pas, ok, allez, pourquoi pas. Mais des violeurs d'enfants là, vraiment? Non, c'est abusé ça. J'ai pas dit que ça se passe bien, je dis que ça se règle vite et pas forcément humainement. Oui, c'est ça. C'est ça. Genre, comment lui c'est pas déjà fait buter par les autres gangs. Genre ils acceptent un pédo ici quoi. N'importe quoi. C'est le club de tennis le plus sélect du monde, car pour être membre, il faut avoir été condamné à la prison à vie ou à la peine de mort. Contrairement aux autres prisonniers, Jalojos ne dort pas par terre sur une paillasse. On m'a permis de vivre en dehors de la prison de sécurité maximum et aussi d'être libre sans aucun garde, d'avoir un bureau et de recevoir des visites quand je le souhaite. C'est une sorte de semi-résidence en liberté et j'ai aucune restriction. Téléphone portable, même les médias comme vous, normalement, n'ont pas le droit de me parler. Ça va, ça va, c'est sa belle vie là. En vrai, lui, je sais pas ce qu'il a fait lui. C'était pas le pédo c'est l'autre. À partir du moment où les apparences sont sauves et qu'il y a un ordre et des règles respectées, l'État s'arrange faute d'avoir de l'argent et le moyen de lutter contre la corruption. C'est vrai qu'il est haut classé, il est propre. Ouais, bah c'est ça, c'est comment ça. Des privilèges et une seule obligation pour Jalojos et les 16 autres leaders de la prison, faire régner l'ordre. 16, ils étaient pas 13? J'ai pas compris alors. J'ai parlé avec tous les leaders des gangs. Par exemple, je leur ai dit que j'autorisais les visites familiales chaque samedi. Mais attention, s'il y a le moindre petit incident, si un prisonnier maltraite un visiteur, les privilèges accordés seront annulés pour tout le monde. Ouais, ça c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, mais suffit qu'il y ait un petit chef de gang qui lui passe un petit peu d'argent, et voilà. Et là, non, j'ai rien vu. Non, je regardais par là-bas. Ouais. Bien sûr, ouais. La paix, à n'importe quel prix pour les autorités philippines. Quitte à laisser notre ancien député, Roméo Jalojos, pourtant condamné à la prison à vie pour pédophilie, s'occuper des jeunes rappeurs de la prison. C'est lui qui a organisé ce concert où femmes et enfants des prisonniers ont été conviés. Autre privilège accordé à Jalojos. Oui, inviter des enfants à un truc organisé par un pédo. Bah bien sûr, vas-y, allez. Et aux autres chefs de gang le droit de faire du business. Lui a financé cette... À ce stade, pas besoin d'argent pour amadouer, juste un petit regard doit suffire. C'est pas faux. boulangerie construite au beau milieu de la prison. T'as pris combien, toi? Perpète pour meurtre. Lui, c'est mon meilleur boulanger.
On travaille dur pour qu'il sorte et qu'il puisse un jour être un bon citoyen. Bien sûr, le pain produit ici est vendu dans la prison et les bénéfices vont directement dans la poche de Diallosos. Qu'en pensent les autres détenus? Difficile de le savoir. Ah, attends, les revenus du coup de l'espèce de petite boulangerie là, ça va dans la poche du pédo du coup. Si, il est médical. C'est possible, mais là encore on joue avec les apparences. C'est que les apparences se brisent, que ses droits sont retirés de façon musclée par l'État. Une boulangerie dans la prison. C'est une macroéconomie. Bah oui. C'est abusé. Ce mec il devrait être enfermé et pas pouvoir bouger. Voilà. Nous n'avons pas été autorisés à leur parler. Pas tuer, ça se trouve facile. Ces images ont été tournées clandestinement par les détenus eux-mêmes. C'est pas si facile, tu sais. Et tout, hein, même avec une situation comme ici, ça reste difficile d'être en prison. C'est pas vraiment un endroit autogéré. Et tout, pourquoi pas? Je dis pas. C'est plutôt une expérience qui a été mise en place à cause des problèmes de budget pour les prisons du gouvernement philippin. Il n'est pas très élevé, surtout comparé aux pays occidentaux. Pas de budget, surpopulation. En même temps, il dorment au sol là. Donc bon, non, il n'y a pas de budget. Bah non, il n'y a pas de budget. En même temps, il faut leur budget dans la prison. Donc bon. Le mec a fait son business en tôle, je te jure. Situation carcérale et manque d'effectifs endémiques. Comparé aux autres prisons du pays, la New Bilibid est un exemple de stabilité. Une seule émeute en 2000 qui s'est réglée très rapidement. On tire. Oui, ça c'est ce qu'ils disent. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, mais t'inquiète, non, il y en a une en 2000, ouais, bien sûr. Avec autant de c'est comme tu dis, ça a été réglé, mais en soum-soum. Il y a une émeute, c'est tout, mais ouais, c'était réglé en soum-soum, ouais, c'est surtout. Ça s'en fiche, on parle des Philippines, le même état qui fait des stages de préparation de burgers à des gosses de 3-5 ans, ouais. Non mais je me doute, hein, mais c'est n'importe quoi. Tu vas au commerce, tu te casses pas la tête devant en prison. On leur tire dessus s'il y a des troubles. Oh, regardez, j'ai même été blessé ici. Résultat, moins de violence et moins de problèmes qu'ailleurs. Avec plus de 89 000 détenus, le 12e rang mondial en nombre de prisonniers, les Philippines pourraient envisager d'étendre l'expérience de la New Bilibid à l'ensemble de la population carcérale du pays. On y croit de fou, on y croit de fou que tout se passe bien, bien sûr. Bon bah très bien. Je sais pas où étaient les choix là-dedans par contre. Ah si, le choix c'était le fait que ils ont choisi d'avoir une prison autogérée. Mais bon, super. Très touristique en somme, ils ont pas mal cadré ce qu'ils filmaient. C'est ça. On a fait une petite visite de la prison là, c'était cool. Alors attendez, il y a quoi d'autre? Alors, je vais en prendre une que vous avez votée. Mais au final, bon, ouais. C'était très orienté le reportage, vraiment. Hmm. Non. Mais du coup, ça se vend bien auprès des pays autoritaires et des dictateurs comme la Russie, la Corée, l'Afghanistan ou le Venezuela. Faut taper dans les c'est mon choix. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais en fait, le problème avec c'est mon choix, c'est que j'ai déjà vu plein avec d'autres youtubeurs qui ont réagi, d'autres streamers qui ont réagi. Du coup, j'ai déjà vu plein. Donc, potentiellement pour vendredi, je taperai là-dedans si jamais je trouve un truc. Mais t'inquiète, on a de quoi faire là. Je regarde juste si vous avez voté pour l'une qui est là. Comme ça, je prends un truc pour lequel vous avez voté. Alors il y a celle-là, mais celle-là elle est longue. Hein. C'est ouais, une heure c'est un peu long. Mais c'est le meurtrier était l'un de leurs parents, ça commence aujourd'hui. Mais c'est long. C'est l'émission que t'as émis, mais ouais là c'est un peu long. On a quoi d'autre? Conflit de voisinage, non, c'est pas... Il découvre les terribles secrets de sa famille. Mais c'est... Putain, c'est 1 heure aussi. Oh là. C'est des vidéos super longues en fait. Et la prison.
Bon, du coup, il y a pas un truc pour lequel vous avez pas voté, du coup. Non, mais les trucs pour lesquels vous avez voté, on les gardera, vous inquiétez pas, pour un React classique. Bah, attends, bah, pourquoi j'ai pas noté ça? Les litiges entre voisins, c'est des choix, donc si, bah, c'est parce que c'est. Pourquoi il y a pas. Bah, si, on va regarder ça. On va voir si. Pas de live 24. Attends, la vidéo sur la bouffe par exemple, qui m'a voté dessus et je pense que c'est actuel. Pas de live 24, le soir même, il passe à un live avec 24. Sur la bouffe. Ah mais 50 minutes aussi. Je veux un truc d'environ une demi-heure, tu vois. Enfin, je trouve un épisode de Ça commence aujourd'hui sur une de mes amies. D'accord, ça marche. Ouais, je voulais un truc genre une demi-heure, tu vois. Pas beaucoup plus. Non, pareil, 50 minutes. C'est de voir le truc, le litige là. Non, c'est pas très long ça. 42 minutes. Ouais, bon, allez. Ouais. En fait, le truc, c'est que comme à chaque fois, je mets pause, bah, du coup, ça dure plus longtemps. Non, ça c'est 1 heure. Il y a un truc avec des bonnes sœurs. Mais personne n'a voté pour ça. Ces bonnes sœurs vont faire un choix, je sais pas quoi. J'ai docu sur le jeu de rôle. Nous avons une de 94. Mais en vrai, quand t'as des trucs comme ça, partage sur le salon. Vas-y. Drôle à souhait. Vas-y. C'est dans le thème, les jeux de rôle, il faut faire des choix, vas-y, c'est dans le thème. « 20 minutes, oh bah c'est parfait, c'est parfait. Et c'est en français, parce que je vois la description en... Ouais, M6. Ouais. Oh putain, c'est vieux. Ah ouais, 480p quoi. Vas-y. Est-ce que j'ai pas... C'est de voir si j'ai pas déjà regardé. Bon, on va voir. Vas-y. 30 minutes. Ouais, ok, vas-y. C'est ça de quand ça? Ça dit pas, c'était pas de quand ça date? 94. Pouf. Oh là là. T'as abonné. Bonsoir, merci d'être au rendez-vous de ce 20e numéro bonsoir, de Zone Interdite, bonsoir. Un numéro particulièrement dense avec sur le plateau 4 invités que vous découvrirez en direct tout au long de l'émission. Bonsoir. Nous allons évoquer un phénomène qui nous vient des États-Unis, les jeux de rôle, des jeux les jeux de rôle, qui ont fait leur apparition en France au début des années 80 et qui aujourd'hui touchent plus de 250 000 jeunes. Ces jeux, permettent aux participants de s'identifier. Déjà, c'est pas ce qu'il dit. La Bretonne est forcément à voir, mais c'est drôle comme les gens on faisait un truc space à l'époque avec cette présentation, je l'ai claqué au sol. Déjà, ça va partir en couille. Déjà, ce truc qui vient des États-Unis, les jeux de rôle, attention. À un personnage fictif et d'évoluer au gré d'un scénario adapté et dirigé par celui qu'on appelle le maître de jeu. Les participants. Je sais pas de quoi je parle, mais on m'a dit de dire ça, donc je dis ça, voilà. Mettent tant de soin à construire l'identité de leur personnage que certains finissent par se glisser dans leur rôle comme dans une seconde peau. Glisser. Formidable évasion donc pour tous ceux, et c'est la grande majorité qui savent que ce n'est qu'un jeu, mais voyages parfois périlleux, risqués pour... Ah ouais, c'est risqué. Hein. Ah, c'est risqué de jouer à jeu de rôle, hein, c'est risqué. Quelques adolescents fragiles qui peuvent se retrouver piégés, déconnectés du réel. L'enquête est signée Pascal Vasselin et Stéphane Villeneuve. Ah ouais, oh là là, attention. C'est dangereux.
On les appelle des rôlistes. Ce sont des amateurs de jeux de rôle. À coups de dés, ils s'inventent une vie, se construisent une personnalité et se transportent au Moyen-Âge ou dans les bas-fonds de New York. Le principe est simple, chacun des participants incarne un personnage et vit à travers lui une aventure dans un monde totalement imaginaire. Leurs adversaires, monstres, démons ou androïdes, sont interprétés par un maître de jeu seul à connaître le scénario et l'issue de l'aventure où il entraîne les autres joueurs. Les parties peuvent durer un soir ou plus d'1 an et sont parfois très passionnées. Jean-Marie, je vais taper sur les mains. Qui est dans la maison? Sortez les mains en l'air. Les mains sur la tête. Ça va mal finir. Comme en 40. Je frappe dessus avec le pital. Sale mal, sale mal, sale homme. Oui, j'ai enlevé, j'ai enlevé. D'accord. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, mais ça a mal, je le sais pas. Calme-toi, c'est bon, calme-toi, ça va aller, calme-toi, William. Le but, c'est que entre nos personnages, on établisse des amitiés, des conflits, qu'on crée une vie à notre personnage, une vie passée, qu'on en parle, qu'on donne des attaches au personnage, que ce soit pas qu'une feuille de papier, mais que ça reste dans l'imaginaire. Importé des États-Unis il y a 15 ans, le phénomène a pris de l'ampleur. Comme ici à Angers, ils sont des centaines de milliers à passer leur soirée ou leur week-end dans la peau d'un autre. 200 clubs dans toute la France, une presse spécialisée florissante, des boutiques dans la plupart des grandes villes. Jeux, accessoires, figurines, le commerce de l'imaginaire séduit un nombre croissant de jeunes. Quand on fait une partie de jeu de rôle, on est libéré un petit peu de toutes les pesanteurs de la vie quotidienne. On n'est plus, le jeune homme qui a des problèmes dans ses études, qui n'y arrive pas trop, qui a redoublé, qui a des problèmes avec ses parents. On devient un chevalier, on a un pouvoir sur les autres, on a un pouvoir sur la société. Pas sur soi bien meilleur, hein. Et après, c'est très dur quand on referme son classeur de se dire, voilà, je suis redevenu Philippe K, je suis en seconde, ou je suis à la fac, je suis un peu oppressé par tout C'est toujours en France des gosses qui vivent le jeu à fond, regardent les méchants, mais le docu les fait passer pour des gens à imiter. Bah. C'est vrai qu'il peut y avoir ce phénomène-là. Mais les jeux de rôle, c'est aussi ça. Ces images ont été tournées par une caméra amateur. Nous sommes au cœur d'un grandeur nature, une autre version du jeu de rôle, où les joueurs abandonnent leurs dés pour vivre leurs aventures en costume et en décor réel. médiéval, ça je connais. Un pas de plus dans l'imaginaire. C'est du théâtre au final, c'est de l'impro en fait. Le jeu de rôle, tout est matérialisé par des jets de dés. Si tu veux sauter, tu fais un jet de dés. Si tu veux te battre, tu fais un jet de dés. Parce que en grandeur nature, si tu veux sauter, t'as que tes jambes. Si tu foires, tu te fais mal, tu tombes par terre, c'est mal. Si tu veux te battre, c'est avec ton intelligence, ton habileté que tu arrives à toucher ton adversaire. Et après, tu as la main dans l'engrenage et puis après, c'est fini. J'en appelle à la loi de Dieu. Vous avez raison. Nous allons les faire combattre. Moi, ça peut être du pur théâtre ou méthode mais je droit. Je sais plus où on est. Et moi, pendant une demi-heure, j'ai chialé. Et après, ça s'en va, quoi. C'est 6 mois de préparation qui s'envolent en fumée pendant 2 jours, quoi. C'est tellement... Ça prend là. C'est ça qui est bien. Tellement bien, tellement réel, que parfois certains jeunes ne savent plus s'ils sont dans le jeu ou la réalité. Arrête. Bah oui, ils confondent. C'est vrai que oui, c'est... On voit ça tous les jours, donc oui, c'est sûr. Pour que ça ne devienne pas violent. Et donc c'est pour ça que dans le cadre de nos grandeurs nature, on a des cellules justement pour éviter ce point de non-retour. On est un peu la personne qui va tirer le maillot en lui disant « Fais gaffe, tu es au bord du ravin, c'est fini ». Pourtant, parfois, le jeu dérape. Le 30 avril dernier, à Madrid, 2 adolescents poignardent un passant. On accuse les jeux de rôle. Un mois et demi avant... c'est comme aujourd'hui, on accuse les jeux vidéo, c'est pareil. C'est à Amiens que le jeu tourne au drame. Un lycéen est retrouvé mort d'une balle dans la tête. 2 mois plus tôt, un autre lycéen meurt pendu à Orthez. 3 affaires, 3 morts. Les jeux de rôle sont aujourd'hui au banc des accusés. Au bout de GTA, les jeux sont dangereux. Bah oui, c'est ça. C'est pareil que pour les jeux vidéo. À Madrid, la télévision espagnole a reconstitué les dernières minutes de ce jeu mortel. Adeptes passionnés des jeux de rôle, les 2 jeunes assassins ont poussé le jeu jusqu'à l'absurde. Ils ont tué un homme juste parce qu'il ressemblait à la victime qu'ils avaient imaginée dans leur scénario. Non, mytho, pas du tout. Ils ne sont pas tué le mec à cause de ça. Arrête. Soit ils avaient déjà des problèmes avant, soit ils l'ont tué pour une toute autre raison qui n'a rien à voir avec ça. Satisfets d'haver aconseguit el seu objectiu, c'est ça aussi. esperaven tornar a jugar una altra partida.
Ils étaient tout à fait normaux, ils assistaient aux cours normalement, sans rien manifester de bizarre. C'est vraiment très étrange. Ça a été très difficile à croire. Xavier et Félix étaient des étudiants ordinaires. Pourtant, le journal intime de Xavier en dit long sur l'incroyable confusion qui régnait dans leurs esprits entre le jeu et la réalité. Le type avait une tête étrange. À la lumière de la lune, on a contemplé notre première victime. On a souri et on s'est donné la main. Il n'y a pas de signe d'alerte. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a problème, c'est que déjà le problème s'est installé lorsqu'il y a déjà marginalisation, délire, hallucination, rupture avec le réel. Principalement la rupture avec le réel, repli sur soi, perte de communication avec l'environnement. C'est ça qui doit mettre en garde. Mais le problème, c'est que lorsqu'on voit ces éléments, la personne est déjà rentrée dans un processus pathologique. Le docteur Abdral dit... Je sais pas si c'est que les discours journalistiques en 31 ans, on n'a pas changé, mais ça rassure la ménagère de 50 ans de l'époque qui en a 60 voire 80 aujourd'hui. De voir 6 patients. Il faut savoir que depuis 15 ans qu'il y a du jeu de rôle en France, le jeu de rôle est pratiqué. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont joué. En France ? Si les dés décident en partie du sort des joueurs, le pouvoir du maître de jeu est primordial et souvent mis en cause. De son imagination et de sa personnalité dépend la tournure que prend la partie. Jean-Pierre Pécaud est maître de jeu. Il joue depuis plus de 10 ans. Alors que je suis en train de dégouler les soins, etc., j'essaie quand même de ressortir mon pistolet et consciencieusement d'essayer lentement d'arriver à le recharger parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Toute activité ludique comporte des risques, mais peut être dévoyée. Je pense que le problème, il n'est pas dans les jeux de rôle, il est dans la tête de certains adolescents fragiles qui, si jamais ne jouaient pas au jeu de rôle, auraient une autre activité qui serait tout aussi destructrice pour eux. Oui, mais voilà, c'est exactement ça. C'est comme ça aurait pas été le jeu de rôle, ça aurait été les jeux vidéo, ça aurait pas été les jeux vidéo, ça aurait été n'importe quoi d'autre. Dans tous les cas, c'est pareil. Mais c'est plus la motive, c'est typique des années Fragiles, 90. certains adolescents le sont forcément face à un jeu qui touche à leur personnalité. Les lettres que Julien a laissées à son père en témoignent. Le problème est que les jeunes sont facilement influençables et lorsqu'ils tombent devant une ou plusieurs fortes têtes, ils sont hypnotisés et suivent ces sortes de maîtres spirituels. J'ai l'impression d'être de la glaise molle devant un potier, devant certains esprits forts. Julien, 18 ans, lycéen et pensionnaire d'un internat d'Orthez. Un matin de septembre 1993, devant un témoin, il se pend dans la cour du lycée. On croit tout d'abord à un bizutage qui aurait mal tourné, puis à la marque d'une secte qui aurait trouvé une victime. Le père de Julien, chef d'une petite entreprise de transport, accuse quant à lui les jeux de rôle. La corde y était depuis la veille. Ils avaient répété la scène la veille. Je suis sûr qu'ils s'étaient pris au personnage. Les derniers courriers, les derniers dessins qu'ils faisaient, ils s'identifiaient à un personnage. Et à la fin, peut-être qu'ils ne voulaient plus, qu'ils voulaient arrêter. Ouais, enfin, après, tu peux très bien lire un livre et t'identifier au personnage d'un livre. Tu peux très bien voir un film et t'identifier au personnage d'un film. Ça veut rien dire. D'après sa copine, il voulait plus le faire, il voulait arrêter, il voulait sortir du jeu. Alors moi, je me suis identifié à Goku et je faisais des Kamehameha quand j'étais gamin, voilà. Peut-être que c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait... C'est pour autant que j'avais de l'énergie qui sortait de mes mains, quoi. Qui finissent comme ça, pour pouvoir sortir du jeu. Il paraît qu'on ne sort du jeu que par la mort. C'est Drucker avec son jeu de rôle sur le canapé, pas mal aussi. Sarkozy a même cru qu'il était un bon président après avoir assez quelques larmes. Je préservais mon fils de la drogue, de l'alcool, du tabac. Je craignais les accidents de la route, je craignais les boîtes de nuit. Je le préparais à affronter tout ça. Mais ça, j'ignorais totalement. Totalement. Je connaissais mon fils, mais pas assez bien. Il se confiait pas sur tout. Il avait genre son jardin secret. J'ai pas su... Après, peut-être aussi parce qu'il prend les jeux de rôle pour des jeux de rôle pour des cons aussi. C'est peut-être pour ça. Je dis ça comme ça. Peut-être que c'est parce que... peut-être que c'est parce que tu le jugeais. Mais je dis ça comme ça, hein, vraiment. Peut-être que c'est pour ça qu'il te confiait rien du tout. J'ai pas su y aller. Ce jardin secret, Jacques Delhomme tente de l'explorer depuis. Mais les boîtes de jeux empilées au grenier semblent bien inoffensives et ne révèlent rien. Pas plus d'ailleurs que les amis de Julien qui l'appellent. Je vous appelais surtout pour savoir si tu étais au courant, si tu avais des noms de jeux de rôle, si tu pouvais nous éclairer là-dessus, quoi. Parce qu'il y a un maître de jeu,
Et les jeunes qui connaissaient Julien, ils disent on peut rien dire, ça craint. Le gourou voit tout, il sait tout, ça craint pour vous comme pour nous. Voilà, ça ressemble plus à une secte par contre là. Jouer avec Julien se taise. Mais c'est dans l'imaginaire de son fils que Jacques Delhomme a trouvé les premières réponses. Ils se créent un monde à eux, complètement. On a trouvé des cassettes de films qu'ils avaient tournés, là. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il était dans son monde à lui. Il était très influençable. Très influençable, très influençable. Il a eu besoin d'un maître. Qui était ce maître? Qui est celui qui a été plus fort que moi. Maître de jeu ou gourou, petit cercle de joueurs ou embryon de secte. Dans l'affaire de l'homme, les deux semblent se rejoindre. Entre le jeu et la secte, aucun lien n'est prouvé, mais les points communs sont réels. Les rôles qui sont tenus dans le jeu de rôle sont connus uniquement des protagonistes, comme dans la secte. Ensuite, il y a les phénomènes de dépendance par rapport au leader. C'est-à-dire, dans un cas, c'est le gourou, de l'autre côté, c'est le maître de jeu. Donc, il y a une forme de dépendance. Ensuite, il y a une dynamique qui est commune. C'est-à-dire qu'on a une forme d'expression psychologique qui est exclusive du groupe, qu'il soit sectaire ou qu'il soit jeu de rôle. Je pense qu'il y a un terrain de recrutement qui est favorable aux sectes, c'est celui des jeux de rôle. Christophe Macon, lui, s'est arrêté à temps. Dans les hauteurs de Toulon, Christophe, aujourd'hui étudiant en droit, revient sur ses pas. C'est ici, au Fort Faron, qu'il a joué ses dernières parties il y a 4 ans. J'ai juste gardé mes dés. C'est le seul témoignage, disons, de cette époque. C'est après avoir souffert d'hallucinations au cours d'une partie que Christophe décide de rencontrer le docteur Abgral. Il entame alors une psychothérapie qui durera 2 ans. Dans la partie, quoi, j'ai été me réfugier dans une église. Même chez Psy payé pas plus. Dans l'église, je me suis rattrapé par les forces du mal. 20 minutes de séance, ouais, c'est ça. J'ai pris la place du Christ. Tu l'as revu, ton meneur de jeu, là? Ben, c'est-à-dire que j'ai pas voulu être prétentieux. Je me suis dit, si je veux sortir des jeux de rôle, il faut plus que je voie les personnes qui en font. Parce que je vais être rembrigadé dedans. Ouais, t'as réagi un peu comme un drogué face à la drogue. C'est-à-dire, voilà. Si je veux plus me droguer, il faut pas que je rencontre des dealers, quoi. Et si on ne rencontre... Je pense que si on ne rencontre pas des gens qui n'y connaissent rien aux jeux de rôle, mais bon, ou qui vous attirent, ou... Ça peut être bon, une fille ou un ami, hein, je veux dire, quelqu'un qui vous tire et qui vous dit, non, mais là, tu pars en C'est bizarre, il risque de voir au début. Regarde comme tu es, c'est pas ça la vie. On peut pas sortir. La Cour condamne donc, selon la loi, la coupable à la peine de mort par décapitation. À Amiens, la mort d'un autre adolescent, Christophe Maltese, rappelle l'affaire de l'homme. Comme Julien à Orthez, Christophe était interne et jouait en petit cercle fermé. Comme Julien, il avait commencé par des jeux sans danger. Il avait apporté des pistolets, des menottes, des cordelettes qui faisaient partie intégrante du jeu. C'était une panoplie. Et à un moment donné, ils ont substitué aux jouets de vraies armes. Et ce besoin d'aller toujours plus près de la vérité, enfin de la réalité, de prendre une vraie arme à un moment donné, pour nous, ça n'a pu être suggéré que parce qu'il y avait un jeu. Avec de vraies armes, les joueurs ne jouaient plus à rien de connu. Le jeu sortait de ses règles et devenait fou. Par ses dessins, trouvé mort dans sa chambre d'internat, Christophe, le lycéen, le joueur, ou bien son double dans le jeu, son personnage lui-même, Marvin Zeitman, qu'il a dessiné ici. Il y a quelque chose auquel j'ai pensé après, c'est qu'il disait, bon, je suis Marvin Zeitman, je suis un guerrier, etc. Et la question qu'on se pose, qu'on s'est posée longtemps, c'est de savoir si il avait complètement perdu pied, il a fait un geste comme ça, ou si c'était le point final du jeu, si ça finissait par sa mort, si c'était écrit, c'était la mort de l'un des joueurs. Pour trouver des réponses, Vincent et Nadine Maltese ont rencontré les amis de leur fils dans un café, 2 mois après sa mort. Vincent, qui garde des traces de toutes ses recherches, a enregistré la conversation. Le dimanche soir, on est resté dans la chambre, on a discuté, mais depuis l'entrée en seconde... Ah bah tiens, les fameuses cassettes, Kim. Il y a toujours eu un mystère qui est resté sur lui. Il a toujours été très très solitaire. Il était bien sûr avec nous en famille. Dans ce même café, les amis de Christophe continuent de se retrouver. Eux trois
jouaient régulièrement avec lui. Aujourd'hui, ils cherchent encore à comprendre. Si le jeu de rôle a intervenu, peut-être que dans ce cas-là, c'était la suppression de la peur. Ouais, peut-être, ouais. Parce que dans le jeu de rôle, quand on meurt, on n'est jamais vraiment mort. On se suicide un peu pour voir un peu ce qu'il y a autre part et puis pour continuer une autre sorte de jeu de rôle dans le ciel. Je l'ai déjà donné il y a un an et demi pour Sayana. Par les flux mystiques que la joie et l'amitié ont plus faussables. Julien a-t-il voulu continuer le jeu au ciel? Ni ses parents, ni ceux de Christophe, en tout cas, ne demandent l'interdiction des jeux de rôle. Ces jeux où d'ordinaire, les morts se relèvent. Didier Bourdon, bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être notre invité en direct ce soir dans Zone de Interdite. la scène qui a vu la mer, je sais ça resté, je vais pas là-dedans et toi à côté. Reportage. Alors, avant de former le groupe des Inconnus, vous avez joué dans bon nombre de pièces au théâtre. Vous êtes aujourd'hui à l'écran. On vous voit aux côtés de Depardieu et de Nathalie Baye dans La Machine de François Duperron. Ah non, les acteurs c'est des meurtriers aussi du coup. Non, les acteurs c'est des ouf. Bah oui, non mais bien sûr. Bah oui, les acteurs ils interprètent un rôle aussi, donc non. C'est non. C'est pas bien les acteurs. Hein. Cette expérience d'acteur qui peut nous aider ce soir à essayer de décoder ce type de jeu de rôle. Quel est votre sentiment après avoir vu ces jeux? Oui, c'est à la fois impressionnant et puis en même temps, c'est très intéressant parce que je pense que, je sais pas, j'aurais 15 ans aujourd'hui, je serais intéressé par ce genre de jeu. Pourquoi? C'est le goût du théâtre? Oui, le goût du théâtre et puis le goût de changer de personnage, le goût de... De toute façon, on l'a tous fait. Je me souviens quand j'étais gamin, on s'est tous déguisés après un feuilleton ou après un film. Je me souviens notamment d'une... J'ai fait de l'impro, moi, en 5e, d'ailleurs. Pour info. J'ai fait de l'impro théâtrale. Une soirée tapageuse après la 317e section, je pense. C'était ça, ce film, oui, où pendant toute la soirée, avec mon frère et mon père, on n'a pas arrêté de se lancer des savates à travers la figure. Alors, Didier, pour revenir au sujet, il y a des personnages, des participants à ces jeux, qui avouent que parfois, en s'identifiant tellement à leur personnage, ils frisent un petit peu le point de non-retour. Oui. Est-ce que c'est cela, jouer la comédie, friser le point de non-retour? Non, c'est-à-dire que quand on regarde ça, j'ai vu les jeunes là, qui jouaient un petit peu, ils jouent pas vraiment, d'ailleurs, ils crient. Ils crient et les personnes qui sont fragilisées par ce style de jeu, à la rigueur, sont des personnes certainement fragiles, comme je le disais, mais aussi très sensibles. Et ça, c'est une qualité. Les personnes qui sont fragilisées sont fragiles, merci. Mais il faut savoir les canaliser. Et moi, ce qui m'a quand même un petit peu surpris, c'est que il y a des meneurs de jeu, c'est ça, qui sont en fait les metteurs en scène de pièces de théâtre. Et je crois qu'ils ont quand même une grande responsabilité dans cette histoire-là. Parce que quand on débute dans le théâtre, moi j'ai débuté assez jeune, il est certain qu'on ne sait pas canaliser sa sensibilité. Alors on joue, on se casse la voix alors que... On l'entend, il y a une personne qui crie. Elle crie, elle veut tout donner ce qu'elle a à l'intérieur et souvent, après on l'apprend, puisque le théâtre est un apprentissage. On apprend à canaliser toute son émotion, toute sa force. Si bien connu autour d'un film en entier, je sais ce qu'on est la bonne prise. Pour pouvoir faire ressentir au public une forte émotion. Mais au début, il est certain qu'on donne tout, quoi. Comment vous, personnellement, vous arrivez à vous mettre dans la peau d'un personnage à 100%, et puis la caméra stoppée ou le rideau du théâtre tombé, vous arrivez à redevenir vous-même? Comment se fait ce travail? C'est un travail. Là, je suis dans le perso. Là, je suis plus dans le perso. Là, je suis dans le perso. Là, je suis plus dans le perso. Ouh, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment... Non mais... C'est quoi ce question de merde? C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure, vous savez, c'est comme un morceau de musique. En fait, on fait la différence entre de l'acting et la vie réelle, tout simplement. On se dit on n'y arrivera jamais, puis un jour on y arrive un petit peu, puis après on recule. Et en fait, c'est un travail d'approche, petit à petit. Non. Et puis d'un seul coup, on a investi du personnage, mais en même temps, on reste toujours soi-même. Pour ça, Gérard Depardieu est un exemple extraordinaire. C'est que moi, j'ai joué avec lui, il jouait parfois le fou dans le film. Dans la machine? Il était, dans la machine, il était pas un monstre comme ça, il me regardait, et puis il coupait, hop, et il était là, quand est-ce qu'on va manger? C'est presque ça, quoi. Et c'est ça le vrai métier? Le vrai métier, c'est ça. Le vrai métier, ce qui fait la différence. C'est de ne pas s'identifier à un rôle. Normal. Heureusement. Contrairement à certains jeunes qui dans le sujet... heureusement. Les jeunes, il ne faut pas la différence, le problème, c'est pas le drôle. Au départ, je suis censé être un psychopathe qui a tué pas mal de femmes en série. Heureusement, je ne l'ai pas fait pour pouvoir travailler le rôle. On va je n'ai pas été encore repéré.
Non, heureusement qu'il faut pas être un alcoolique pour jouer un alcoolique. Sinon, je plains celui qui jouera le rôle d'Hitler plus tard. Jamais il vous est arrivé de ressentir les mêmes émotions dans la vie que... c'est pas forcément, c'est marrant. Tout de suite d'un rôle dans le plus dangereux, c'est Ah, quand on joue au théâtre aujourd'hui, on aurait parce plein que ces le casseroles. théâtre est quelque chose de plus prenant, c'est certain. Lorsqu'on joue, par exemple, ça m'est arrivé de jouer du Tchekhov dans La Mouette, par exemple, le personnage est Treplev est un personnage torturé. Il est certain que quand on sort, de temps en temps, on est encore un petit peu fragilisé, mais à la rigueur fragilisé par la performance, hein, parce qu'il faut se donner, ça c'est certain, il faut se donner. Mais je crois que si on travaille dans de bonnes conditions avec un bon metteur en scène, je pense que dans la tête, non, on est même heureux, parce que le théâtre est un moment de joie. Didier Bourdon, comment expliquez-vous cet engouement pour le Moyen-Âge chez les jeunes? Moi, j'adore le Moyen-Âge aussi, et je pense... que le Moyen-Âge, d'abord, c'est une période un petit peu secrète, un petit peu pas... Bon, tout ce qui est secret est attirant. Et je crois que le Moyen-Âge, je pense, c'est un symbole de la liberté. Chacun avait ses armoiries, chacun... c'est vrai, on peut inventer son armoirie aujourd'hui. On peut inventer son costume. Tu pourrais avoir des jeux de rôle dans le futur, hein, par contre. Et donc, on retrouve une identité. Et ça, je crois que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de se retrouver parce que, bon, bah, l'avenir qu'ils leur représentait n'est pas vraiment joyeux. Tandis que le Moyen-Âge... Attends un peu. Quelques années. Tu verras, ça Pierre. Il y a un côté fabuleux quand on mange la vie, on mange le temps. C'est aussi un peu une des raisons du succès des Visiteurs. Quand Jean Reno sort de la salle de bain où il a utilisé tout le parfum et puis il dit après un bon bain, une bonne flambée, on est là, une bonne flambée, on n'est pas là à regarder si le radiateur utilise trop d'énergie ou pas, quoi. Didier Bourdon, merci beaucoup. Je vous emmène à présent au Japon, où règne ce que certains sociologues appellent une zoopholie, tant les Japonais... Eh ben d'accord. Bon... Vas-y, t'as parlé dans des Visita avec le cringe. J'ai jamais vu Visita. Bon, ouais. Après, c'est un peu classique, quoi. J'ai vu ce genre de reportage avec des jeux vidéo, c'est un peu la même chose en fait, au final. C'est un peu... Il dénigre les jeux de rôle, mais bon, après c'est pareil, c'est pareil avec des jeux vidéo en fait. Donc je vois déjà le genre. Je connais déjà. Tu sais quel a nous montrer? Ah, les États. Non, non mais je vois ce que c'est, mais j'ai jamais vu. Au fait, je rappelle, vous avez les récompenses, hein, si jamais vous voulez. Si jamais vous voulez. Alors, ces récompenses là par contre, non. J'ai pas regardé non plus. Désolé de décevoir, je laisse les films français. Bref, à l'étoile dans les coups de scout de midi, ça ira vite. On peut react à l'étoile dans les coups de scout de midi. Eh, ça rentre dans le thème. Ça rentre dans le thème, c'est des choix. Pardon. Y a pas sur YouTube. Non, c'est pas du Scout Midi, non, c'est pas du Scout Midi, c'est Question pour champion. C'est Question pour champion. Ah, en fait, faut qu'on react à étoile qui react Question pour champion. y a que ça, y a pas de. Bah flemme, ça aurait été que le truc, pourquoi pas, mais flemme d'avoir les commentaires d'étoiles par dessus quoi. Je suis d'accord avec toi, les visiteurs ont donc un truc cool pour les défendre, les musiques des rats. Bon, est-ce qu'on se lirait pas une petite histoire avant que Kim finisse par s'endormir? Hop. Ils ont trouvé le doc.
avec un pote, mais apparemment il a été supprimé, il reste que le reportage du journal local. D'accord. C'est pas grave, t'inquiète. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Bouge-toi. Ah, t'es dans le journal du sud alors que ça s'était passé dans le nord, ça a fait du bruit. Ah. Mais c'était passé quoi? Alors, j'ai rajouté, hop, semaine à thème. Donc, oups. Ouais, putain, ouais. Faut que je l'ouvre sur le navigateur, sinon je peux pas zoomer. Hop là. Bon, je laisse la musique en. Alors, vous voulez quoi comme thème et comme longueur? Vous avez tous ces thèmes là. Son ado s'était fait menacer en SMS et elle avait absolument tout balancé sur Facebook. C'est ce qui a lancé la machine sur la visibilité des ados harcelés à l'école. D'accord. Longueur très long. Il n'y en a qu'une en. Ah non, il n'y en a pas qu'une, j'ai raté. Vous voulez quoi en thème? Si y en a, si attends, après il y en a pas beaucoup là. C'est déjà trié par c'est déjà trié par thème de base en fait. Parce que enfin pas par thème mais par les choix irréversibles quoi. Alors, mon ex simulait un cancer pour tromper des dizaines de femmes et je viens de tout dévoiler. Ah, ok. Ils m'ont viré mais j'ai pris un an de salaire et j'ai fait virer mon boss. Le président de l'association des copropriétaires a été démantelé pièce par pièce. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas ce qu'il a pas demandé. Mais bon. Ah, c'est tout. Vous voulez mon ex a simulé un cancer? C'est violent. Hein. Oh là là. Mon ex a simulé un cancer, carrément. Va falloir que je refasse le plan d'histoire. Après j'en ai encore plein, hein, vraiment. Allez. Attends qu'ils me reviennent. Essaye de spoil l'histoire en attendant. Ouais. Histoire force, ça les émotionnel. C'est vraiment un titre ChatGPT ça. C'est vraiment. Alors, on va lire le cancer du coup. T'avais l'air intéressé et Eza a dit oui aussi. Alors, hop. Mon ex m'a quitté, alors j'ai décidé de révéler à tout le monde qu'il n'a jamais eu de cancer. Je prends du coup, Brennan l'a interdit. Ah vraiment? Il y en a plus? Viens, j'en ai moi encore. Quand nous nous sommes mis ensemble, il m'a dit qu'il souffrait d'un cancer potentiellement terminal et que ses traitements l'avaient rendu infertile. Donc là, rien de fou, mais on sait ce qui s'est passé du coup. Imagine notre surprise et notre joie quand, début 2024, j'ai découvert que j'étais enceinte. Oh, c'est bizarre quand même. Ah mais attends, mais c'est bizarre. Nous avons une petite fille de 5 mois en parfaite santé et lui, il est en rémission. Ça commence mal. Voilà. Il reste 3. Ah d'accord. Ma grossesse a été un cauchemar. J'étais seul, il subissait des traitements lourds
J'ai tout géré pour lui permettre de se soigner. Il vit actuellement chez sa mère pour se reposer. Mais nous organisions des visites régulièrement avec notre bébé, notamment le mercredi pour des journées filles. Jusqu'à ce que je découvre la vérité. Tout a commencé avec une tentative de cambriolage. J'avais peur et je lui ai demandé de venir rester avec moi le temps de faire changer les serrures. Il a refusé. Connard. Puis sa mère a fait une gaffe au téléphone, il n'était pas chez elle. Connard. Mes doutes grandissaient, alors j'ai cherché sur Facebook. En moins d'1 heure, j'ai trouvé les premières femmes. Pendant ma grossesse, j'avais soupçonné beaucoup de choses. Mais il me répétait que j'étais paranoïaque, bien sûr, et que je lui faisais du mal en doutant de lui, bien sûr. Pourtant, je n'arrivais pas à croire totalement à son cancer et à ses traitements. Oh, bah, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle met à l'oreille? Peut-être parce qu'il est censé être infertile et finalement t'es tombée enceinte? Peut-être. Alors j'ai demandé à sa mère. Elle m'a dit la vérité. Il n'a jamais eu de cancer. Il a une maladie auto-immune qui nécessite des transfusions certes sérieuses, mais pas terminales. Pas de chimiothérapie, pas d'opération. En réalité, il était en cure de désintoxication. Oups. En cure de désintoxication. Pas à l'hôpital, il est accro à la cocaïne. Super. Je ne lui ai rien dit, je voulais croire qu'il essayait de se soigner pour nous, alors je me suis tué. Grosse erreur. En tout cas, il n'avait pas le cancer de testicule. Non, c'est sûr. Dimanche dernier, tout a éclaté. J'ai envoyé un message. Dis à ta copine que je lui passe le bonjour et ne reviens plus. J'ai changé les serrures. Il a paniqué. Il a supplié que je décroche le téléphone. Il voulait tout expliquer. Mais j'avais enfin compris. Alors j'ai trouvé une photo de lui et sa maîtresse et j'ai posté sur Facebook avec la légende. Quelqu'un peut demander à cette femme de me contacter? Elle m'a immédiatement bloqué. Mais sa sœur m'a contacté. Elle savait que quelque chose clochait. Il lui avait dit que j'étais une folle, une stalker, ouais, qui essayait de lui faire croire que mon bébé était le sien. Bah ouais. Je lui ai envoyé l'acte de naissance, une photo de nous à l'hôpital, elle est tombée de haut. Tu m'étonnes. Puis une deuxième femme m'a contacté. Lui aussi l'avait trompé. Eh ouais, en fait ça en fait des gens trompés là. Petit à petit j'ai remonté la chronologie. Mars, en pleine chimiothérapie, il sortait avec une jeune fille de 19 ans. Avril-juillet, en cure des intox, il était avec une femme plus âgée, mais il a trompé aussi. Août, aujourd'hui, il est officiellement en couple avec une fille de 20 ans. J'ai découvert l'impensable. Le jour de mon accouchement, je hurlais de douleur, mes épidurales avaient échoué, mon bébé était en détresse. Super. Il m'a dit qu'il devait partir en urgence pour prendre un traitement. En réalité, il allait coucher avec une autre femme avant de revenir à temps pour me réconforter à mon opération. Connard. Oh putain. Oh le fils de... Oh là. Ah putain. Puis j'ai reçu le coup de grâce. Parce que c'était pas le coup de grâce, hein. C'est pas le coup de grâce, hein. J'avais été induite à l'accouchement pour cause d'infection. Mon médecin avait parlé d'une IST, mais je n'ai jamais voulu y croire. Cette semaine, j'ai vérifié mon dossier médical. C'était écrit noir sur blanc, IST duo partenaire. Bah ouais, il a couché avec l'autre et du coup il a ramené une IST quoi. Il a menti sur son cancer. Il a couché avec des dizaines de femmes sans protection. Il m'a transmis une IST qui a failli tuer notre bébé et moi. Alors j'ai tout révélé. J'ai publié les messages de sa mère sur Facebook pour que toutes ses victimes sachent qu'il n'a jamais eu de cancer. J'ai contacté les femmes concernées, ses amis, les services sociaux et la police. Et les témoignages ont afflué. Ce qu'on sait aujourd'hui, il ment sur son cancer depuis plus de 9 ans pour manipuler les femmes. Il leur dit qu'il est stérile pour éviter la protection. Putain. Oui, du coup c'est pour ça, oui, effectivement. Il est un danger public et ne prévient pas de son IST. Et il est incident dans une école primaire. Actuellement, je suis sous protection avec mon bébé grâce à une association d'aide aux femmes victimes d'abus. J'attends mon rendez-vous avec la police. Oh putain. Oh putain, l'histoire de fou. Oh merde. Ah ouais, chaud. Vous avez bien aimé l'histoire? bizarre de demander si vous avez bien aimé. Vous avez bien aimé l'histoire? Ouais, on a bien aimé le fait qu'il a menti sur son concert. Ouais, c'est trop bien. Non, c'est... Oh putain. C'est pas si fou, ouais.
C'est... Oh merde. Ah ouais, donc il a menti sur ce cancer pour pouvoir coucher avec des meufs. Oh putain, oh, c'est abusé. Non, c'est abusé, franchement. Putain. Oh là. Tout ça pour au final, je pense qu'il comptait pas, il comptait pas sur le fait qu'elle tombe enceinte. Mais bon, en même temps, tu fais ça sans protection, il y a toujours un risque. Hein. Eh ben d'accord, super. Une autre. Mais on va s'en rendre compte s'il n'y avait pas de chimio quand même. Bah je sais pas, après apparemment il a dit qu'il souffrait d'un cancer potentiellement terminal avec ce traitement, imagine. Bah après apparemment il... Ça il s'est mis ce traitement de jour. Ça dit, il va actuellement chez sa mère pour se reposer. Après apparemment il était quand même en cure des intox, tu vois. Parce que par la pâte des cheveux et poils. Bah, en fait, après, justement, à moi, elle avait dit qu'elle avait un doute, justement. Elle a jamais cru. Elle a jamais trop cru, tu vois. C'était où, je sais plus. Ouais, pourtant, je n'avais pas à croire totalement à ce conseil, à ce traitement. Voilà, c'est ça. Donc, elle croyait déjà pas trop, en fait. C'est juste que, bah, ouais, à mon avis, il la manipulait pour le faire croire ça, tu as trouvé un moyen de la manipuler, ou je sais pas. Parce que tu dis, même après quand elle a su que c'était pas un cancer, au final, elle était en mode, ouais, mais au moins il essaye d'aller en désintox et tout, voilà. Alors qu'en fait, finalement, même pas. Franchement, c'est plus con qu'on l'imagine. J'ai une connaissance qui a eu la révélation que ce conjoint avait le papillomavirus. Heureusement, il s'avérait qu'elle avait un vaccin qui prémunissait, mais elle a vécu une des pires périodes de sa vie et elle a laissé courir un mois avant de le dire. Putain! Oh, c'est horrible ça. Mais après, là, c'est même pas que. Enfin, il y a pas que l'IDST, il y a le fait qu'il démentit sur son cancer et qu'il est trompé. Il y a le fait qu'il est sorti de l'hôpital pendant que sa meuf accouchait. Pour aller coucher avec une autre. Il y a plein de trucs là. La fameuse... Ah oui, du coup, c'est vrai ça. Donc la chimio c'était pour aller sortir avec la fille de devant. La queue de l'intox en fait elle n'avait pas non plus. C'était pour la femme plus âgée. Oh merde. Tu peux pas dire Kim une ordure, elle a voulu porter plainte mais les gendarmes ont tout fait pour ne pas prendre la plainte. C'est abusé ça. Le vaccin est obligatoire depuis plusieurs années chez les lycéennes, c'est plus mal quand on voit ça. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Putain. Et oui, et DST a failli tuer son bébé aussi. Non, c'est abusé. Et du coup, il a fait croire à une autre que bah celle-là, elle était folle, c'est une stalkeuse, blablabla. Et que son bébé n'était pas le sien. Parce qu'il était soi-disant infertile. Ah. N'importe quoi. Bon. Et autre. Très long encore. Est-ce que vous voulez une autre très longue? Une très longue, c'est ils m'ont viré, mais j'ai pris un an de salaire et j'ai fait virer mon boss. Le président de la société propriétaire a été démantelé pièce par pièce. Et ce n'est pas ce que je demandais. Ah. 3. Compliqué, c'est plus violent que le cancer là par contre. Le boss, celui-là, ils m'ont viré mais j'ai pris un an de salaire et j'ai fait virer un boss. Ok. Cette histoire remonte au début des années 2010, à une époque où le montage vidéo et la création de contenu en ligne étaient encore loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. J'avais décroché un poste de créateur de contenu pour une université qui voulait se lancer sur YouTube pour renforcer son image. Le salaire était modeste, environ 2200 $ par mois. Alors, ça se passe aux États-Unis, hein. Je précise. Parce que modeste là-bas, c'est pas pareil. C'est pas pareil qu'ici. Mais à l'époque, les créateurs vidéo étaient rares et le processus de production était bien plus long qu'aujourd'hui.
Sachez, le gendarme et les policiers ne sont pas en droit de refuser une plainte. S'ils essayent de taper un scandale, voire appeler le préfet, ils se mettent dans l'égalité en faisant ça. La plainte ne portera peut-être pas, mais ils n'ont pas le droit de refuser. Ok, ça marche. Dès mon deuxième jour, c'est bon à savoir. Ouais, c'est bon à savoir. Ouais. Dès mon deuxième jour, un manager me convoque et me présente mes objectifs annuels. 85 vidéos de 3 à 10 minutes en un an, en solo. Je dois tout faire moi-même, écriture, casting, tournage, musique, et refusé de payer des musiques libres de droit et montage avec mon matériel. C'est de l'arnaque, c'est carrément de l'arnaque. J'ai également soulevé l'impossibilité d'un tel objectif. Bah oui, faire des montages vidéo de temps en temps, je sais à quel point ça prend du temps, et non, 85 vidéos, c'est... en un an, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Le manager m'a simplement souri en me disant de ne pas m'inquiéter, si la qualité est là, je ne regarderai pas les chiffres. Je l'ai cru. Ok. Le piège se referme. Les premières semaines, elle était plutôt agréable avec moi. Jusqu'au jour où elle a découvert que j'étais fumeur. Ouais. Du jour au lendemain, son attitude a changé tout au tout. Une collègue m'a d'ailleurs averti, un manager détestait les fumeurs, j'ai toujours une excuse pour les virer. Ouais, il fait ce qu'il veut, s'il veut fumer, il fume, c'est pas... Oh. À partir de là, tout est devenu un prétexte à critique. Odeur de cigarette après mes pauses, retard de 5 à 10 minutes malgré mes 60 heures hebdomadaires de travail, un joint pendant mes pauses, et bien sûr un nombre de vidéos jugé insuffisant malgré une qualité exceptionnelle. Évidemment. 5 mois après mon arrivée, convocation chez la directrice. Je sens le coup venir. Mon manager est déjà installé, le sourire aux lèvres. Nous sommes à mi-parcours de l'année et vous n'avez produit que 30 vidéos sur 85. C'est inacceptable. Nous devons nous séparer de vous. 30 vidéos en un an, en 6 mois, ça va. Je vais expliquer que mes vidéos génèrent un énorme engagement, que j'ai bossé 6 jours sur 7, que je suis seul à tout faire mais rien à faire. Ah ouais, mais surtout si elle marche bien, voilà. C'est alors que mon manager, avec un mépris absolu, lâche, on va faire appel à une vraie boîte de production, des professionnels. La directrice hésite un instant, puis hoche la tête. Ne vous inquiétez pas, le manager s'occupera de tout. Et là, j'ai une révélation. Dans mon boulot, j'avais constitué une base de données en entreprise de production pour d'éventuelles collaborations. Un manager n'avait aucun contact dans ce milieu. Donc, je modifie tous les contacts de la base, sauf un seul, celui de l'ami junior réalisateur. Ok, je vois ça, ça va aller. Dès que l'appel d'offres est lancé, c'est lui qui est contacté. Je l'appelle immédiatement. Je lui donne un plan détaillé pour remporter le contrat. En échange, il me reverse 15% de la somme totale. Son entreprise est enchantée par cette opportunité et me fait signer un contrat de trouveur d'affaires immédiatement. Résultat, mon ami décroche un contrat énorme en leur présentant exactement ce qu'il voulait entendre. Un manager et la directrice sont impressionnés et elles signent sans réfléchir. Sauf que chaque vidéo leur coûte 2 à 3 fois mon ancien salaire. En 4 mois, 50 vidéos sont produites, explosant de 10 fois le budget prévu. Je touche l'équivalent de 15 mois de salaire en commission. Pendant que je profite d'un voyage à Bali, je reçois un appel de ma collègue. Ma manager a été virée sur le champ. La directrice a pris un blâme sévère par le chancelier de l'université. Elles avaient dépensé l'équivalent de 10 ans de mon salaire alors que le budget initial prévu n'était que d'1 an et demi de mon salaire. Ma manager était tellement obsédée par l'idée de prouver que j'étais pas indispensable qu'elle n'a même pas réalisé qu'elle citait son propre arrêt de mort. Moralité, non seulement j'ai touché une année de salaire après avoir été licencié, mais j'ai aussi propulsé mon ami au poste de réalisateur senior, fait virer un manager toxique, ruiné la crédibilité de la directrice. Honnêtement, je peux pas rêver mieux. Ah mais c'est trop bien. Bah oui. Bah oui, let's go. Bah oui. Putain. Oh merde. Bah ouais, c'est trop bien. Bravo. Franchement bravo hein. J'ai rien à dire là-dessus, hein. Franchement juste bravo. Bah ouais. Il fallait y penser quand même hein. Il fallait penser quand même à changer tous les contacts de la base sauf son pote, tu vois. Il fallait y penser quand même. Tu penses pas forcément tu penses pas forcément à ce truc là. En vrai oui c'est pas con. C'est pas con. Du coup bah voilà. J'ai conçu une base de données d'entreprise de production. Ouais, du coup il contacte seulement celui qui arrive. Enfin, il modifie tout le monde sauf celui de son pote. Et voilà. Il y en a qui se tirent des balles dans le pied en voulant nuire aux autres. Bah c'est ça. Franchement, elle aurait juste bah rien dit et accepté les. Déjà le mec l'avait accepté. Le mec ou la meuf, je sais pas qui c'est. Mais 85 vidéos en un an. C'est dur quoi. Et là 50 vidéos, il avait fait 30 vidéos sur 85 en 6 mois. En vrai si la qualité elle est là et que l'engagement est là. En plus le mec il a bossé 6 jours sur 7, 60 heures de boulot. Bah, franchement 60 heures de boulot par semaine, c'est pas rien quoi. Et tout ça pour 2200 balles. Oui, qu'il a pour le coup il pas grand chose effectivement. Franchement, c'est abusé de faire un coup comme ça. Mais bon, du coup, il s'en est bien sorti finalement.
Clairement là. Ah, ça fait penser, fallait que je te demande un truc sur Discord, c'est pas urgent, t'inquiète. Vas-y, vas-y, demande. Je vais afficher Discord. Il est là. Non, je sais pas si ça affiche en live. Je vais pas le. Attendez. Je vais pas le montrer. Je vais juste voir au cas où. Pour éviter que ça s'affiche. Non, il s'affiche pas. Non, il s'affiche pas. Ok. Il s'affiche pas. Bon. Bon bah ok, ouais, non, ouais, putain, c'est ouf. Non mais c'est bien pensé, c'est bien pensé. Bah chez au boss. Ah bah du coup là, il nous en reste deux des très longues. Est-ce qu'on lirait pas les deux très longues qui restent? Donc à faire. Il reste le président de l'association des propriétaires et c'est pas ce que je demandé. Sachant que bah alors attention, c'est les très longues mais du thème des choix. Eh bah allez. Le président de l'association des propriétaires était démantelé pièce par pièce. Quand je suis arrivé dans mon quartier suburbain, ça se passe aux États-Unis, ça c'est sûr. Personne dit suburbain. En banlieue quoi. Je crois que c'est ça. C'était pas ce que j'ai demandé. Bah on lira après celle-là. C'est pas ce que j'ai demandé, c'est vraiment la plus longue je crois. Mais en dessous on va les lire les deux. Quand je suis arrivé dans mon quartier suburbain, je m'attendais à un peu de calme et de tranquillité. Mais au lieu de cela, j'atterris sous la domination d'un président de HOA, Association des propriétaires, tyrannique. Todd. Évidemment Todd. Qui a été un véritable cauchemar. T'as pas le choix. Todd adorait son pouvoir, mais détestait la responsabilité. Il appliquait des règles absurdes, comme infliger une amende de $200 à quelqu'un pour avoir laissé ses poubelles dehors après 9h du matin, tout en ignorant les règles quand cela l'arrangeait. Ok. Jusque là, bon, après... il est relou, mais bon après c'est bah ouais c'est abusé un peu. Ce jardin était une catastrophe de structure non autorisée et sa clôture était plus haute que ce que permettaient les règlements. Mais son pire délit, utiliser l'HOA comme satirique personnelle. Évidemment, bien sûr. Au début j'ai essayé de raisonner avec lui, ma clôture avait une légère différence de couleur à cause d'un produit non disponible et m'a infligé une amende de $500. Oh putain, relou ça. Oh là. Mais c'est quoi ces délires de clôture trop haute ou de clôture ou de couleur de clôture? C'est quoi ces délires là? Je comprends pas ça, moi j'ai jamais vécu en maison. Tu peux te prendre une amende parce que ta clôture elle est trop haute ou ta clôture elle a une couleur différente ou quoi? C'est abusé. Ou alors c'est cool States. $500, putain. J'ai expliqué la situation, fournir des reçus. Info si tu peux aussi. Oh, c'est abusé. T'es chez toi, ta clôture, tu la mets comme tu veux. Je sais pas. T'es chez toi, t'es sur ton terrain. Logiquement, c'est bon. Enfin, si t'es propriétaire, évidemment. J'ai expliqué la situation, fourni des reçus et demandé un peu de clémence. Je sais pas les couleurs de maison, par exemple, ou si elle est trop haute, etc. Oh, c'est chiant, ça. Oh, c'est trop chiant ça. C'est un truc que je peux comprendre, genre si t'as des plantes qui dépassent les voisins, tu vois. Un truc comme ça. Peut-être. Mais ça change quoi si elle est trop haute? Ça change quoi si la maison elle a pas la même couleur que les autres? Si j'ai envie de prendre ma maison en rose, j'ai pas le droit de prendre ma maison en rose, elle est à moi. J'ai expliqué la situation, il fallait des reçus et demandé un peu de clémence. Todd a souri, a dit les règles sont les règles, puis il est parti. C'est là que j'ai décidé de le faire tomber. Pas par des cris ou des disputes publiques, mais de manière méthodique et légale. Grosse droite. C'est pas souvent appliqué, mais la loi est claire. Si tu es un bon avocat, tu peux faire plier les gens sur la question, preuve à l'appui. Mes parents avaient fait construire un muret avec des portails devant leur maison, mais ils respectent pas les normes de la mairie. Alors c'était sur le terrain, ils ont dû tout démolir pour éviter l'amende. Oh putain, relou ça. Oh là. Bah super. Étape 1. Devenir l'homme de l'intérieur. Genre c'est à toi, tu l'as acheté. En plus tu dois te plier aux règles de la mairie quoi. Putain. C'est me sauvegarder les déformités du quartier et ne pas faire chier. Et ne pas faire chuter la côte de vente de la maison. Mais après oui mais je veux dire, si elle est à toi la maison,
C'est ton problème si la côte est devant elle redescend. Elle descend. C'est toi qui vas la vendre après. C'est ton problème. C'est pas le problème de la mairie. Il y a les trucs historiques et tout à toi. Alors, attends. Oui, pour les trucs historiques, ouais, ça je peux comprendre. Mais quand c'est un quartier random, qu'est-ce qu'on a à foutre? Mais à quoi de la maison, on peut faire décoter les autres. Il y a vraiment des gens qui font attention à ça. Il y a vraiment des gens qui font attention au fait que si la maison du voisin elle est rose, qu'ils va être face à une maison de Barbie rose. Bah je m'en fous. Enfin, moi j'en bats les couilles. Je m'en fous, c'est vraiment, c'est pas. Oh oui. Ah bon après non, attends. J'avoue, maison de Barbie rose, peut-être c'est un peu abusé, j'avoue. mais moi je fais attention. Mais pourquoi? C'est pas la capacité des vieux à se plaindre. J'ai rien dit, c'est pas moi qui l'ai dit là. Oh merde. Oh putain. Mais j'ai rien dit moi. Oh putain. Et puis les gens investissent souvent dans une maison dans une première partie de vie pour la vendre pour acheter une maison pour leur retraite. Non mais enfin... Allez, ouais, à la limite, ouais, rose, Barbie rose, peut-être. Et encore, je veux dire, si la maison en face de chez toi, elle est rose, bah qu'elle soit rose. Ça change rien ta vie, genre, c'est quoi le problème? Je comprends pas. Ta maison, c'est ta maison, la maison des autres, c'est la maison des autres. T'en fous? C'est pas... Non mais moche. Bah... Ouais... Ça dépend. Si c'est tout le quartier qui est moche... Ouais, peut-être. Mais c'est une maison isolée, enfin... Ouais, non, en vrai... Ouais, j'en sais rien. Genre, ouais, si c'est des cités, ouais, bah oui. Mais là, on parle pas de cité, là. On parle de maisons... dans des quartiers, quoi. On a vu, mais vraiment, je sais même pas comment ça va être accepté en mairie, c'est une laideur. Bah ouais, mais c'est pas chez toi. Je comprends pas que pourquoi ça gêne. Je veux dire quand t'es chez toi, bah c'est chez toi et enfin chez toi tu fais ce que tu veux. Chez les autres les gens devraient faire ce qu'ils veulent. C'est quoi le souci? À moins que ça dérange vraiment les voisins, mais les couleurs de la maison ça dérange personne. Ça je comprends un peu. Tu achètes une baraque de 200 000 €, 20 ans plus tard tu veux revendre et tu as l'augmentation. Du coup, mais on te dit qu'elle vaut que 200 000, alors qu'elle a baissé à 150 000 car le voisin fait un élevage de vaches et de porcs. Non, c'est pareil. Non, attends, là c'est pareil. Non, c'est pareil là. Oui, bah oui, non mais là oui. Là oui. C'est pas pareil. Je sais pas, là je peux parler juste d'une couleur de maison là, c'est pas pareil. Bien sûr que s'il y a 15 si le voisin a 15 coques. Bah oui, là oui, évidemment. Tu paies la vue aussi quand tu achètes donc. Ouais, après de base que t'aies la vue sur une maison d'une couleur plus classique, blanche on va dire, ou que t'aies la vue sur une maison rose, t'as toujours la vue sur une maison, donc c'est pas fou comme vue. donc super de payer la vue pour ça, tu vois. Tu payes la vue quand t'es au bord de la plage, quand t'es à la montagne, quand t'es, je sais pas, quand il y a une belle vue. Tu payes pas la vue pour être devant, pour regarder le voisin. On bat les couilles de regarder le voisin, tu vois. Non, tu payes la vue quand, oui, en pratique tu la payes la vue, c'est sûr. Mais qu'est-ce que la foutre de la vue si je vois une maison, m'en fous. Si c'est au bord de plage, ouais. Si c'est ouais, là pourquoi pas. Si c'est des endroits un peu comme ça, ouais, pourquoi pas, là je comprends. Mais si dans des endroits paumés, on s'en fout. Je viens de me moquer. Enfin, paumé, random plutôt. Je me regarde de me moquer, je suis toujours plus âgé que toi. C'est pas faux, mais c'est plus agréable d'avoir une maison classique devant qu'un vieux truc rose ou encore des crépis. Ouais, perso, moi je m'en fous.
Je t'avoue que j'ai vécu des endroits où à côté c'était pas fou quoi, donc donc ça m'a jamais dérangé, c'est pas tant que chez moi ça va autour à moins que à moins que vraiment ce soit genre mon voisin à côté et ce soit vraiment insalubre, tu vois. Là ouais. Mais si on parle juste de la couleur de la maison, bon bah les couilles. Je m'en fous. Vraiment c'est pas du tout c'est un exemple extrême mais c'est l'idée. Le quartier et sa gueule faut jouer sur le coup de la maison, que les voisins le fassent exprès ou non. J'ai mobilisé les acheteurs contre tous ces détails pour estimer. Bah ouais mais bon. Enfin. Ouais, bah achetez pas. Voilà. Ça sert à rien d'acheter aujourd'hui. Tu perds de l'argent. À moins d'acheter des chalets à 100 000 balles là. Bah si tu achètes une baraque, tu te soucies de si les voisins vont te saouler ou pas sur plusieurs années de ta vie. L'investissement c'est minimum 5-10 ans de ta vie au prix que ça coûte. Oui, bah, non, mais bien sûr. Si te saoule, oui. Mais encore une fois, si c'est juste que ils ont une haie un peu trop haute ou qu'ils ont changé la couleur de leur maison. Allez, à la limite, allez, la couleur de la maison, je peux peut-être comprendre si c'est rose, tu vois, c'est un truc bien flash. Allez, à la limite, je peux comprendre. Mais la haie un peu trop haute ou un muret un peu trop haut ou quoi, enfin. Tant que, oui, si tu payes pour la vue et que ça gêne la vue, peut-être ouais, là peut-être, ouais. Mais ça gêne pas la vue. Si la vue c'est vers la maison d'en face, je veux dire, que le muret soit un peu trop haut et que tu puisses pas voir la maison d'en face, c'est quoi le problème? Tu veux voir la maison des voisins? Tu veux voir que si le voisin il va au shot? Bon, enfin bref. Bon. Je reviens, je vais hésiter 2 minutes, il y a les paupières en bas. Ah merde! Il y a le feu encore? Il y a quelque chose? Bah, elle va me répondre. Oh non, juste quelqu'un qui n'est pas bien apparemment. Ok. Il s'est pris la vitre hier, c'est pour ça qu'elle a été cassée. Je sais devenir propriétaire un jour. C'est une grosse économie sur le long terme, c'est à liberté de faire ce que tu veux dans certains cas chez toi, ne pas dépendre de propriétaire que au sol. Ouais, ouais. Ça dépend quoi, ça dépend où en fait. Comme je l'ai dit, ne sous-estime pas la capacité des vieux à se passionner sur ce qui se passe à la fenêtre, je le vois avec mon père. Ah, tu vois, mon petit chalet là, tellement isolé que tu pourrais peindre de la couleur que tu veux. Je veux pas peindre en rose, hein. C'était juste un exemple, hein. Je veux pas faire ça. T'es ouf, toi. Mais non, ton petit chalet, j'ai pas dit non à ton petit chalet. Mais en maison secondaire. En vacances. Tu vois, pour être chill en vacances. Ok. Et encore, je choisirais peut-être plus un truc au bord de la plage, mais. Henri, comme il est en loge, tous les matins à 7h40, il va regarder les ouvriers bosser sur un coin de route devant chez nous. C'est relou, mais il le faut tout le temps. Super. Une maison Corby. Maison Corby, c'est quoi ça? Kirby, c'est le petit bonhomme rose là. Et pourquoi pas être en vacances 5 jours par an? Je suis pas en vacances moi. C'est trop petit. C'est trop petit. Je me vois mal vivre dans un truc comme ça. Tout seul, pourquoi pas. À deux, ça commence à être un peu compliqué. Et à 3, non, c'est trop petit. Ah, c'est à moyen de l'agrandir. J'appelle des Portugais. Et c'est relou quand de base, tu n'as pas d'intimité dans cet appart. Et eux, c'est des créatures d'habitude. Une maison rose, oui, une maison. Oui, une maison Kirby. Ah, ok. C'est KI, Kirby. On appelle ça Premier ministre. 45 mètres carrés, est-ce que c'est petit? C'était pas 40? C'est 45? Mais oui, 46 c'est petit.
Entre exactement l'annonce. Ah bah voilà, tu perds 2 mètres carrés là. Tu perds une salle de... Tu perds des toilettes. Comme petit c'est cosy. Non mais oui, c'est pas vieux, c'est pas vieux, c'est attends c'est quoi merde, j'ai oublié. C'est pas vieux, c'est vintage. C'est pareil. Rustique, voilà. Ouais d'accord. Tu changes les mots, mais ça revient même. Hein. Petit c'est cosy. Super. Ouais là tout serré là, notre truc cosy là. Tu vas aller dans le jardin, ouais, tu vas aller dans le jardin alors qu'il pleut 10 mois sur 12. Bon, laisse-moi lire le reste de l'histoire. Alors, son jardin était une catastrophe de structure non autorisée, sa culture était plus on met son pied d'élite, utiliser la choix comme c'était possible. Je l'ai mon cabanon. Mais tu peux très bien l'avoir ton cabanon. On prend une maison normale, avec un grand jardin, et on fait un cabanon dans le jardin. Voilà, tu l'auras ton cabanon. C'est petit quand on parle d'Internet vit avec un syndrome de Diogène et conserve un merdier datant des années 60-70. C'est pas vieux, c'est vintage, c'est rustique. Ça coûtait ma price par kilo. Inutile chez lui, c'est ce que tu questionnes. C'est pas merdier, c'est nostalgique. C'est de la nostalgie, c'est pas... Non, je vais dans mon cabanon. Eh bah, tu vas dans le cabanon. C'est tellement bien dans le cabanon. On prend une maison normale, ok. On prend une maison normale pour moi et Brenna. Et toi, tu vas bien dans ton cabanon, dans le jardin. Y'a pas de quoi souci. Ah merde. Non mais pour des personnes normales. On fait le cabanon dans le jardin. Voilà. Moi et Brenna, on dort tranquillement dans la grande maison. Et toi, tu vas aller dormir dans le cabanon. Oh merde. Bon, je continue. Au début, j'ai essayé de raisonner avec lui, mais ma culture avait déjà... j'ai expliqué la situation, faute des reçus et demandé un peu de clémence. Todd a souri, a dit les règles sont les règles, puis il est parti. C'est là que j'ai décidé de le faire tomber, par des cris. Déjà, j'ai vu ça. Je m'en fous, je me l'achèterai pour moi toute seule et Brenna sera de mon côté. Feu. Évidemment que Brenna sera de ton côté, bien sûr. Attends. Je retire ce que j'ai dit. Quand tu m'as demandé ce matin, c'est ce matin, ouais. Elle était en mode. Elle était en mode. Ouais. Pour te faire plaisir. Elle a juste dit oui pour te faire plaisir. T'as trouvé que c'était juste pour me faire plaisir. Elle était là. Ouais. C'est bien. Ouais. Donc je suis sûr que je lui montre une maison plus grande. Là, elle va dire oh, let's go. Juste c'est une anecdote sur le fond de Brenna, tu l'avais sur l'escalier. Tu l'attendais les niveaux avec la file d'écriture verte pour pisser les écoles. Parce qu'elle avait pas vu la piscine. L'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est une idée. Attention, d'ici que t'as un CDI ou d'ici que j'ai un peu plus d'argent, ton cabanon, il y aura plus de cabanon. Mais c'est du plein pied. Et par contre, attends, 60 000 ça me paraissait pas cher hein, aussi. Hein. Faut faire attention à ça aussi. Alors certes 45 mètres carrés, bon, allez. Mais à mon avis, il y a d'autres trucs qui vont pas. Hein. Ça m'étonnerait que c'est bizarre que ce soit aussi peu cher. Les CDI, je cite, t'inquiète. Bien ça, vas-y. Allez, vas-y. Fais ça. Ouais, et qu'est-ce que je t'avais dit déjà? Je sais plus. Tu m'avais dit quoi? Je devrais avoir du vieux à retaper. On parle de maison, on est d'accord? Bah, ok.
Ok, tu retapes, t'as grandi, et après j'ai vu avec toi. C'est parfait. MDR, ouais. Non mais c'est très bien. Tu retapes, t'as grandi, et là pas de soucis. Je vais taper ça, pardon mais c'était content. Ta gueule là, c'est vraiment ta gueule. Chut. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Bref. Bon, les règles sont les règles, non, ok. Alors, étape 1, devenir l'homme de l'intérieur. Todd a sous-estimé mon désir de justice. Je me suis inscrit au conseil de la Shoah pour... Oula, pardon, oh non, vous... Alors... Ah, pardon. J'ai dit dinguerie là. Non, vous avez mal entendu. L-H-O-A, ok? Pas là, l'autre chose. Attention. Je vais dire en anglais, H-O-A. Là, c'est des propriétaires. Oh merde. Rien à voir avec un petit bonhomme moustachu, hein. Putain. Je vais faire battre de Twitch pour ça. Les vitamines A. Dis bonjour, on va parler de la botte. Aujourd'hui. Donc H-O-A, hein. Ce prétexte de vouloir m'impliquer dans la communauté. Pendant 2 ans, j'ai assisté à chaque réunion, observant minutieusement comment Todd gérait les choses. Pendant 2 ans, waouh! On dit que la vengeance c'est un plat qui se mange froid, mais putain, il a mangé gelé là, il a mangé congé là. Je l'ai vu contrôler le conseil en intimidant les membres et en noyant ceux qui s'opposaient à lui sous un flot de paperasse. Il organisait des votes quand seuls ses alliés étaient présents et perdait des documents de propriétaires dissidents. Étape 2, suivre l'argent. Les finances de l'association, c'est des le madame, semblaient suspectes. Les frais annuels étaient bien plus élevés que dans d'autres quartiers, mais les zones communes se détérioreraient. La piscine était fermée à la moitié de l'été pour maintenance et l'espace vert était laissé à l'abandon. J'ai commencé à enquêter. Todd était le trésorier et avait accès à tous les comptes, mais était réticent à partager des informations financières. Comme par hasard. Coïncidence. Après avoir demandé formellement les états financiers, j'ai découvert que Todd utilisait des fonds de l'association pour installer une terrasse chez lui et avait également fait payer des frais exorbitants à une société inexistante pour l'entretien paysager. Pas bien ça. Étape 3, construire le dossier. Lorsque Todd m'a finalement remis les documents financiers, ils étaient un vrai chaos. Des factures manquaient, les paiements étaient mal étiquetés et certains frais étaient tout simplement ridicules. J'ai trouvé une dépense de 15 000 $ pour l'entretien paysager, payé l'entreprise fantôme. J'ai croisé les relevés bancaires de l'association avec les archives publiques et j'ai trouvé la preuve. Todd détournait de l'argent vers ses comptes personnels. Étape 4, le coup d'état carrément. Je me suis préparé pour la réunion annuelle de l'association qui se tenait généralement devant un petit groupe. Mais cette fois-ci, j'ai fait en sorte que les gens viennent. J'ai passé des semaines à frapper aux portes et leur expliquant ce que Todd faisait. Le soir de la réunion, la salle était pleine. Todd a commencé son discours habituel sur la difficulté de gérer l'association, mais cette fois, j'ai interrompu. J'ai demandé des explications sur certaines incohérences budgétaires. Il a essayé de rigoler et de balayer les questions, mais c'était trop tard. Non, ça. Non, c'est rien, ça. Ta gueule, je suis ta gueule en fait, ta gueule. Non, t'inquiète. C'était la piscine, t'inquiète. La vengeance n'est froide que lorsque le cadavre de l'objet de sa vengeance est aussi refroidi qu'une nuit de 3 mois à la poignée. J'ai distribué mon rapport à tout le monde dans la pièce. L'ambiance a changé instantanément. Les gens ont commencé à lire, chuchoter et ensuite crier. Todd a perdu le contrôle. J'ai demandé un vote pour le destituer et en fin de soirée, Todd avait disparu. Le coup fatal. Après son éviction, nous avons engagé un auditeur indépendant pour examiner les finances de l'association. Ils ont confirmé que Todd avait détourné plus de 50 000 $, mal géré des dizaines de milliers d'autres dollars et commis plusieurs fraudes. Nous l'avons aussi allé à la police et avons tenté une action en justice pour récupérer les fonds volés. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Il y a un plot twist. Son complice, le contracteur douteux, a également été interdit de travailler dans le comté. Todd a dû vendre sa maison pour payer les amendes et les frais juridiques. Son nom est devenu une blague dans le quartier et personne ne voulait plus de lui dans le milieu professionnel. Avec Todd hors jeu, nous avons réorganisé l'association pour éviter qu'un autre dictateur prenne le pouvoir. Nous avons instauré des limites de mandat, exigé que plusieurs membres du conseil approuvent les décisions financières et créé un portail en ligne permettant à tous les propriétaires d'accéder au budget et aux procès-verbaux des réunions. Chaque fois que je passe devant la maison de Todd, maintenant habitée par une famille charmante, j'ai lu par une vieille charmante, je souris. La piscine est ouverte, les espaces verts sont magnifiques et les frais de l'association sont plus bas que jamais.
Todd, quant à lui, a déménagé dans une ville voisine où il a essayé de rejoindre d'autres conseils d'association, évidemment, mais il a été rié hors de la pièce quand quelqu'un a googlé son nom. La justice n'a pas seulement été rendue, elle a été servie sur un plateau, accompagnée d'une garniture et savourée. Ah ouais, bonne justice là, vraiment. C'était. Ah putain, il a rassemblé tout le monde. Il a rassemblé tout le monde pour aller contre. Enfin, pour le. Merde, le. À dénoncer quoi. Justement, un vieux a retrouvé sa voisine en état squelettique dans ses buissons. On parle de vengeance du coup. De quoi? Sa voisine. Je sais pas. Bah ouais, Bon. Dernière histoire du coup, c'est la plus longue celle-là. Ah ça va, non ça va, elle est juste longue parce qu'il y a des sauts de ligne, c'est tout. Alors. Donc c'était quoi le titre? C'est pas ce que j'ai demandé. Souvenir d'un appel de support technique pendant le confinement. En dehors des demandes classiques, matériel, connexion, 90% des tickets liés au télétravail concernaient 3 problèmes. VPN, stabilité, réseau et microphone. On avait donc un script informel pour résoudre ça rapidement et un questionnaire que j'avais réussi à imposer. Ne créez pas de tickets avant d'avoir répondu à ces questions. Alors les tickets, pour ceux qui ne savent pas, c'est des tâches en fait. C'est pas vraiment des tâches, c'est plus des trucs qui sont remontés, Bon, dans mon cas par exemple, c'est des tâches. Mais c'est pas forcément des tâches. Ça peut être des bugs, ça peut être des... Ça peut être des problèmes. C'est un problème. Voilà, c'est un problème. C'est peut-être compris. Voilà, c'est ça. C'est exactement... devine la suite. Oula, mais j'ai rien encore. C'est pas ce que j'ai demandé. Alors, vu que ça parle de support technique, je me doute qu'il va y avoir un truc du style... bah, il a dit qu'il avait redémarré sa box et finalement non. Un truc dans ce délire-là. Bon, ça sera pas sa box, mais ça sera peut-être autre chose. Et finalement, Dexter va vouloir la pécho. Attends, c'est quoi le thème? Finance travail pour un normal mystère, technologie internet. Non, y a pas de romance. Ouais, et que potentiellement, bah, il va s'énerver. Enfin, le client va s'énerver, alors qu'en fait, c'est lui qui a fait de la merde. Je sais pas si ça va être un truc dans le genre. On va voir. Un jour, un manager m'envoie un message. Appelle cet utilisateur directement. Et cette demande est un drapeau rouge. L'explication fournie avec l'historique des tickets ne me rassure pas non plus. Ici, partager des infos n'est pas dans la culture. Alors si on prépare un appel, c'est que ça sent le carnage. Super. Ça commence bien. L'appel commence. Bonjour, on m'a dit que vous avez un problème avec le VPN. Utilisateur. Hi, yeah, it's not connecting. It hasn't worked in months. It's all started with it making that weird noise. And it won't turn on and it says connection failed. Alors je traduis. Salut, ouais, ça se connecte pas. Ça peut marcher de plusieurs mois. Ça a commencé avec un bruit bizarre et ça veut pas démarrer. Et ça dit connexion ratée. Connexion ratée. Ouais, c'était un peu moins avec SFR ce midi. C'est pas ça. Moi, j'ai l'impression de parler à un être lobotomisé en plein délire verbal. De structuré. D'accord. J'ai lu votre historique. Je crois que votre ancien PC ne démarrait plus et que le ventilateur faisait du bruit. On vous a envoyé un nouvel ordinateur il y a plusieurs mois. C'est bien de nouveau qu'il y a un problème de VPN. Ah, mais c'est à partir de là que ça a commencé avec le bruit et ça s'allume pas. Et. Attendez, le nouveau PC ne s'allume pas? Ah, attends, une seconde. Attends, le nouveau PC s'allume pas. Mais il s'allumait quand ils lui ont envoyé, logiquement. il a pas attendu plusieurs mois avant de dire que ça s'allume pas. Ou pas. Ouais, l'ancien et maintenant... Ça... Attends. Ouais, l'ancien. Et maintenant ça dit connexion échouée et... Donc le nouveau PC s'allume. Ça dit connexion échouée et je peux pas bosser. Donc le nouveau PC fonctionne. Oh putain. Mauvais choix de mots, je réalise instantanément l'erreur. Putain. Non, je viens de dire qu'il ne se connecte pas. Dans le sens où il s'allume et vous pouvez vous connecter à Windows. Mais ça marche pas. On parle bien de nouveau PC, pas de l'ancien qui faisait du bruit. Mais il se connecte pas. Oh, au secours quoi. Oh vraiment. Oh la discussion de mongol quoi. Oh là là. J'ai déjà eu à faire ce genre de truc hein. Oh c'est horrible. C'est horrible. Ouais, j'ai déjà eu à faire ce genre de truc où j'ai dû expliquer. Parce qu'en gros à un moment je bossais avec des espèces de sièges pour de la VR et tout.
Et je devais expliquer aux gens dans les salons, parce que bah, comme j'étais le seul référent technique, comment ça marchait exactement. Et waouh! Pour leur faire comprendre qu'il y avait un bouton d'urgence. Je sais plus ce que c'était, mais je sais plus c'était quoi le problème. Mais ça avait il me semble que ça avait un rapport avec le bouton d'urgence pour faire comprendre qu'il y avait un bouton d'urgence sur le tableau, l'espèce de caisse qui sert de tableau de bord en fait pour contrôler enfin, qui sert de tableau de bord, qui sert de tableau électrique pardon, pour les sièges. Pour faire comprendre qu'il y a un bouton d'urgence au cas où il y a un problème, on peut appuyer dessus, mais je sais pas, il fallait une clé, et du coup ouais, pour mettre la clé dedans, pour actionner, enfin pour désactiver le bouton d'urgence, et ensuite bah, il suffit d'appuyer pour l'actionner. Dans ce cas-là, tout s'arrête. Mais après du coup, enfin si tu actionnes le bouton d'urgence, ça éteint l'ordi aussi qui gère les casques VR et tout ça, et donc faut tout reconnecter. Et putain, oh la galère pour leur faire comprendre ça. Non vraiment c'est, oh là là. Parce que c'est des gens qui, c'est juste des gens qui sont là pour gérer le stand, mais ils sont pas, c'est pas des gens techniques, ils sont juste là, ils sont formés juste pour un truc, et si ça dévie un petit peu de leur truc, ils sont perdus, tu vois. C'est horrible, vraiment c'était horrible. J'essaie de Dinetco, ça aurait pu de là-dedans, mais non merci. Ah non mais ah oui, support technique, vraiment c'est horrible. Franchement, et moi ça m'est pas arrivé beaucoup de fois, hein, ça m'est peut-être arrivé 2-3 fois, mais oh les fois où c'est arrivé, j'ai envie de dire, c'est bon, j'arrive, je vais régler le problème moi-même, j'arrive. Je pouvais pas évidemment, parce que c'était loin, tu vois. Mais putain, oh c'est... Vous savez, vous avez le temps de rallumer le téléphone et votre internet, merci solution, mettre fin à la discussion que les gens sont parce que je dis à la mère quand elle a un problème avec son portable. Ah non, c'est horrible ça. Et le pire, c'est quand les gens ils te disent ouais, j'ai appuyé sur ce bouton là, ouais. Au final non. Au final non. Pourquoi tu mens, genre dis non. Dis non, j'ai pas appuyé. Avoue que t'as pas appuyé. Avoue que t'as pas pensé, c'est tout. C'est pas grave. On s'en fout. Dans tous les cas, si tu dis non, tu vas quand même passer pour un con. Donc, pardon, si tu dis oui, tu vas passer pour un con parce qu'on va découvrir que non en fait. C'est tout. Donc c'est débile. Dis oui. T'as pas fait. Bah, mais dis que t'as pas fait. Enfin, c'est vraiment. Ça recrute, mais typiquement, Bouygues par exemple, recrute des gens au Maroc à moitié c'est largué. Ouais, bah, non, mais bah, c'est ça. En fait, bah, après, tout ce qui est support technique aussi, support technique et tout, ils ont un script. Ça, ils ont un script en fait, et si ça dévie un peu trop de ce script, ça peut être problématique s'ils n'ont pas de connaissances techniques. Bien sûr. Mais bon, ça a pas l'air d'être son cas, lui en tout cas. A priori, ouais, bon. On avait un script. Ah non, ok, j'arrête. Il avait bien un script. Bref. Après plusieurs boucles infernales, j'avais enfin clarifié la situation. Vous avez reçu un questionnaire de dépannage. Rien n'a marché. C'était pas juste des instructions, il y avait des questions, j'ai besoin de vos réponses. Ça dit pas connecté. Oui, c'est une des questions. Oh putain. Je dois savoir quel fournisseur internet vous utilisez. C'est quoi un fournisseur internet? L'entreprise qui vous fournit votre connexion. Ça n'a rien à voir. Mais je réponds à la question juste. On sait que certains fournisseurs posent problème avec notre VPN, alors je dois savoir. Un fournisseur, mais je vois pas pourquoi. Ok, c'était pas un des fournisseurs problématiques. Passons à la suite. Il faut vraiment être ultra patient et aller étape par étape, vraiment. Et surtout pas dévier du sujet, parce que tu dévies du sujet, vraiment, c'est... Laisse tomber. Il faut vraiment se focus sur une question. Ok, tu réponds à cette question-là, et tu fermes ta gueule. Tu réponds à cette question-là, c'est tout. Et après, on passe à la suite. Parce que les gens, ils pensent mieux savoir, parfois. Ça n'a rien à voir. Alors, attention, dans certains cas, c'est possible. moi je bosse dans l'informatique, et ça m'arrive souvent de mieux me connaître que des techniciens des opérateurs. ça m'arrivait à pas mal souvent. Mais c'est parce que je bosse dedans aussi. Donc ça, voilà. Mais la plupart des gens, c'est pas le cas. Ne me cherche pas la bonne fois, je crois que je suis un des rares à essayer et présenter des excuses à entendre les gens surpris quand ça arrive. Un pas après l'autre. Ah mais ils ont envie de dire un pas après l'autre. Les gens paniquent, on se sent sur un détail qu'ils pensent comprendre et oublient le reste. Ouais, mais en fait le truc c'est que par exemple, je prends un exemple, bon finalement mon problème n'a pas été résolu, mais j'avais eu un problème avec AlphaFX, tu vois. J'avais testé plein de trucs et tout, et il existe toujours le problème d'ailleurs. J'ai essayé plein de trucs, j'ai vraiment essayé plein de trucs, et pourtant, bah quand j'ai contacté le support Steam,
j'ai quand même refait ce qu'ils ont dit au cas où, tu vois. Au cas où. Mais au moins, voilà, même si j'avais déjà fait avant, voilà, j'ai refait exactement les trucs au cas où. Comme ça, bah, j'étais de bonne foi, ok, j'ai fait les trucs. Bon, finalement, ça n'a rien donné, mais voilà. Mais tu vois, c'est ça. Parce que bah, déjà, je savais pas si dans les logs ou quoi, ils pouvaient vérifier si j'avais fait des trucs. Donc, dans le doute. Mais oui, si les techniciens l'opérateur il demande de redémarrer la box, c'est pas une bonne raison, il faut redémarrer la box. Même si tu la redémarres avant, ils demandent quand même de redémarrer parce que pour qu'eux ils puissent voir de leur côté s'il y a un problème au démarrage. C'est pour ça. Parce que si tu as redémarré avant, t'as beau avoir redémarré avant, ils peuvent pas voir qu'il y a un problème à ce moment-là. Parce que tu les avais pas à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils leur demandent de redémarrer. Mais je ce mode, ah non, on a déjà redémarré. Bah oui, mais non. Stan était surpris pour que je lui dise que j'avais pas besoin de sa clé internet, que j'allais sur une 24 h 100. C'est rare. Hein. C'est vrai que c'est rare. Hein. Comment tu fais? Ah, mais c'est pour ça que t'as paru longue. Bah oui. T'as plus de télé. T'as lu des livres, du coup, t'as lu, comment ça s'appelle là, La femme de ménage là? Non, le canard, le vilain petit canard. Alors, j'essaie alors de continuer le script, mais on retombe dans un nouveau mur linguistique. Non, mais j'ai connecté la TV avec mon tel. Ah, ok, bah ça va alors. Logiquement, tu devras pas avoir beaucoup de. Enfin, ça dépend combien t'as de gigas aussi. Mais logiquement, ça devrait pas non plus dépenser de fou. Surtout, c'est que qu'un petit peu quoi. Vous avez déjà eu quelqu'un pour ce problème? Oui, quand ça faisait du bruit et... Non, je parle du VPN. Et comme t'as déjà contacté pour ça... Vraiment, il parle encore du bruit. Hein. Oui, depuis qu'il s'allume plus et que le ventilo... C'est fou ça. Genre, juste une question simple. Est-ce que quelqu'un vous a déjà contacté pour ça? Oui? Non. Oui, depuis que... Oui ou non? Genre vraiment... Ça c'est de justifier de... Non, oui, non. Non, l'ancien PC est fini, on parle du nouveau PC. Mais rien n'a été résolu. Si, on vous a remplacé votre ancien PC, qui avait des problèmes matériels, maintenant on parle d'un problème différent, le VPN. Mais aussi l'écran noir, toujours plus. Les gens ils oublient de préciser d'autres problèmes. C'est ça aussi. C'est que, genre... J'avais eu un cas aussi où ça comment ça s'appelle ça marchait pas et tout, les sièges marchaient pas et tout, et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, c'était trop bizarre. Et genre, on demandait aux gens sur place de bien vérifier que c'était branché, tu vois. C'est basique, mais vérifier que c'était bien branché. Et c'était là, oui, on a branché tout à l'heure, on a branché, y a pas de souci. Mais ils ont pas vérifié, tu vois, ils ont juste dit, ouais, c'est pas branché et tout. On a fini par aller sur place, alors là pour le coup c'était à Paris, c'est pour ça. On a fini par aller sur place. À votre avis, c'était quoi le problème? Non mais c'est... La prise, elle était branchée, oui. Mais elle était mal enclenchée. Du coup, je suis arrivé, j'ai enclenché la prise, j'ai vérifié la prise, je l'ai bien enclenché. Ça a marché. C'est bizarre quand même, hein. C'est fou. Pourtant, c'est pas comme si j'avais demandé à vérifier la prise. C'est pas... Non, bah non. Mais c'est fou. Genre même si t'as branché avant, tu vérifies, bah bien sûr. Et du coup ils ont perdu plein de temps, potentiellement des gens qui auraient pu tester les sièges et tout, juste parce que bah la personne qui s'occupait des sièges à ce moment-là avait la flemme de vérifier la prise quoi. C'est ridicule. Genre vraiment, c'est... Bon bah du coup j'ai résolu le problème, c'était la prise. Je m'en vais, je retourne au bureau. Oh là. Merci, votre écran est éteint ou il affiche un fond noir. Là il marche, mais les deux écrans fonctionnent. Oui, mais à quel moment il a arrêté de fonctionner? Quand ça faisait le bruit bizarre. Vous parlez de l'ancien PC? Je sais pas pourquoi vous comprenez pas ce que je dis. Parce que t'es pas clair, mec. Parce que à ce stade, je comprends que ce n'est plus un problème informatique. Non, c'est un problème c'est un problème de compréhension là. J'ai pas cité pour ça. Je suis bilingue et ma seconde langue n'a pas de futur au sens grammatical anglais. J'ai toujours trouvé fascinant. C'est grammatical anglais, ok. Je trouve fascinant que certaines langues ne conceptualisent pas le temps de la même manière. Ok.
Mais je suis pas payé pour expliquer à quelqu'un comment formuler une phrase claire dans sa langue maternelle. Je la laisse parler seule le temps de me recentrer mentalement. On va pas avancer si vous ne répondez pas à mes questions. Je pense que vous pouvez pas m'aider. Oui, je suis d'accord, je vais signaler ce problème à votre manager et il reviendra vers vous. Raccroche. Ok. J'envoie un rapport professionnel neutre au manager, réponse instantanée. Vous êtes dispo pour un appel? Reste calme et facture un esprit de la situation, ça lui suffit. J'apprends plus tard que l'employé a quitté l'entreprise après avoir été transféré entre plusieurs services sans jamais produit de travail concret. Bah voilà. Oh, un peu décevant à la fin pour le coup. Oh merde, c'est un peu décevant. Mais du coup effectivement c'était bien, elle s'énervait quoi. Bon du coup, j'ai pas non plus deviné totalement, mais au final, bon, c'est juste qu'elle avait la flemme quoi. Enfin ouais. Bon, c'est un peu décevant à la fin du coup. Mais bon, ça a permis de parler quand même de mes anecdotes à moi concernant le support technique. J'ai même pas fait de vrai support technique, hein. C'était vraiment juste du support parce que bah, j'étais le seul dev et forcément bah, c'est moi qui m'occupais de la partie technique, donc bah, je gérais ça quoi. C'est une startup, on n'a pas de support technique. Ah merde! Ah merde, je suis en train de sélectionner les trucs, mais je les mets pas en lu en fait. Ah bref. Voilà. Ouais, très court. Sujet amoureux sans le savoir. Bon, il est quelle heure là? Minuit? Ouais, ça fait 3 heures de live, je pense. On va arrêter avec le react. Bon, je pensais alterner vidéo ou histoire. Putain, on a fait vidéo et puis histoire.